Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Intersection X de la semaine. Printemps numérique est là pour vous écouter et vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Alors qu'en février 2020, on pouvait lire dans un rapport publié par Talsom que 69% des entreprises manufacturières et de services québécoises se trouvaient face à un véritable défi pour leur virage numérique, 72% d'entre elles indiquaient ne pas être prêtes à s'y engager. Évidemment, l'arrivée de la Covid-19 a changé la donne pour de nombreuses organisations. Les entreprises ont dû alors s'adapter, se réorganiser et accélérer leur maturité numérique. Dans cette course, la formation et l'éducation ne sont pas en reste, bien au contraire. De nombreuses formations ont été transformées pour être offertes en ligne, mais pas seulement. Cette semaine, Intersection X aborde le sujet de comment la crise a accéléré la transformation numérique dans le milieu de la formation et de l'éducation. Au programme, analyse, conseils et exemples pour mieux vous en sortir comme entrepreneur. Pour démarrer cette thématique de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geneviève Deshôtels de chez Eluxi et Amplio Stratégie. Geneviève est fondatrice et présidente de Eluxi, une entreprise technologique qui, en plus de concevoir et produire des formations immersives et interactives, accompagne les experts, les professionnels et les entreprises à concevoir, héberger et commercialiser leurs formations, services professionnels ou événements en ligne. Elle dirige également Amplio Stratégie, une firme de conseil agile qu'elle a cofondée en 2016 et qui accompagne, innove et enseigne au sein des PME et des grandes entreprises, autant à distance qu'en face à face. Composée d'une équipe de 15 consultants, ils accompagnent, innovent et enseignent aux dirigeants et aux équipes comment faire face aux défis de leadership, de croissance et de transformation. Geneviève nous partagera alors ses avis et ses conseils en cette période de crise. Bonjour Geneviève, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Merci beaucoup de l'invitation, Émilie. Merci aussi à Printemps numérique. Merci à toi d'avoir accepté. Bienvenue dans Intersection X. Afin d'entrer dans le vif du sujet, qui, je le rappelle, est comment la crise a accéléré la transformation numérique dans le milieu de la formation et de l'éducation, j'aimerais que tu présentes l'impact que le Covid-19 a eu sur tes équipes, sur tes entreprises. Est-ce que l'impact, par exemple, a été le même sur Eluxi que sur Amplio? Comment ça s'est passé, en fait, de ton côté? En fait, du côté d'Amplio Stratégie, il faut comprendre que c'est une entreprise de service où on offre de la formation, des conférences et du coaching. Alors donc, c'est sûr qu'entre le 12 et le 13 mars dernier, tous les contrats en présentiel se sont, j'ai envie de dire, annulés en moins de 24 heures. Et c'est sûr que comme c'est notre entreprise sur laquelle on mise énormément en termes de temps, en termes d'investissement, on était désemparés, c'est clair, voire même paniqués jusqu'à un certain point. Du côté de chez Luxi, je vous avoue que rapidement, on s'est dit, oh, il va y avoir une opportunité, mais en même temps, une espèce de plaisir coupable d'y voir une opportunité dans une situation aussi grave à travers le monde. Alors, comment on était pour profiter de cette opportunité-là pour servir et non pas pour s'enrichir? Donc là, ce que j'entends, c'est que face aux deux entreprises, il y en a une qui a eu vraiment cette claque en pleine face de se dire, OK, là, il y a tous les contrats qui sont soit annulés, soit mis sur la glace. Comment on réagit, comment on fait pour rester sur le devant de la scène. Mais avec l'autre entreprise, on se rend compte que, OK, mais là, on a des forces qui sont différentes. Donc peut-être on va pouvoir réagir autrement pour faire face à cette crise-là. C'est bien ça? Exactement, parce que du côté d'Amplio Stratégie, c'est notre corps, nos deux bras, nos deux jambes qui agissent, alors que du côté d'Eluxi, on a une plateforme technologique, c'est un actif en soi. Alors, il s'agissait de trouver la bonne façon de répondre aux besoins actuels et futurs, donc de l'écosystème. Justement, vous êtes là pour accompagner les entreprises à prendre les bonnes directions. Comment vous, justement, Eluxi, on va regarder peut-être davantage de ce côté-là, vous vous êtes transformé pour continuer votre mission malgré la crise qui est arrivée? Alors bon, d'abord, il faut dire que nous, on est en mode start-up depuis notre création. Alors, j'ai envie de dire, cette idée de travailler avec pas beaucoup de ressources, des enjeux de cash flow, des équipes réduites, dans l'urgence, je veux dire un peu en mode gestion de crise, si je peux m'exprimer ainsi, c'est notre quotidien. Je le dis en riant, là, mais alors, il y avait moins d'adaptation à ce niveau-là. Okay. Deuxième chose qui nous aidait beaucoup, nous, l'été dernier, on a été sans domicile fixe pendant 2 mois. Alors, comme équipe, on a été en télétravail et en gestion à distance tout l'été dernier. Alors, on
on a comme créé ces habitudes-là. Bien sûr, on a hâte de retourner au bureau. Bien sûr, en septembre dernier, on était contents de se retrouver au bureau tous ensemble, mais on a des moyens de communication, des moyens de consolider nos équipes, de travailler à distance, des outils technologiques aussi qui favorisaient donc le fait qu'on se mette rapidement en action. Alors, comment on le fait? D'abord, avec l'équipe. Pour moi, c'est très, très clair. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est pas juste un proverbe africain. C'est quelque chose que je porte en moi. Alors, rapidement, je vous dis le 16 mars au matin, je veux dire, c'était très, très, très rapidement, c'était, OK, c'est quoi notre actif? Notre actif, c'est le contenant. C'est la plateforme technologique, beaucoup plus que les contenus qu'on a pu concevoir dans les dernières années, soit pour les distribuer de façon générique dans une bibliothèque de formation qu'on a sur notre plateforme ou qu'on a réalisé sur mesure pour des clients ou des associations professionnelles ou autres. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire qui ne nous coûtera pas d'argent de développement, mais qui va servir? Qu'est-ce qu'on possède déjà, qu'on peut justement réutiliser en ce moment? Exact, puis qui valoriserait l'investissement qu'on a fait depuis toutes ces années en développement, mais aussi en temps, en argent, en énergie, en tous les enjeux qui peuvent être liés au fait de gérer une start-up. Et donc, là, comment on a fait ça? C'est qu'on s'est créé, ça a commencé par un channel dans Slack, c'est l'outil qu'on utilise, en disant se réinventer. Et là, une espèce de brainstorm d'idées. Les gens y allaient vraiment pour essayer de voir comment eux voyaient une réponse à ce qui se passait live, hein, parce qu'on n'avait pas de perspective. Et ça, c'est pour une équipe de combien de personnes? On est 10. On est 10 personnes. OK. OK? Et là, là-dedans, il a fallu faire des mises à pied. Donc, malgré que les gens étaient en mise à pied, ils continuaient à alimenter ce channel-là. Pourquoi? Parce que nous, on a continué aussi à les inviter à nos séances d'entraînement sportif. On leur a envoyé des petits cadeaux quand on pouvait. Pour nous, ils font partie de l'équipe. Je veux dire, c'est bien malgré nous, là, ces mises à pied temporaires-là. Et là, bien sûr, les subventions salariales sont arrivées. Alors, une espèce de mix de rappel au travail et non et tout ça. Mais tout ça pour dire qu'en parallèle de ça, ce que mes associés et moi, on a fait, c'est qu'on est allé offrir de notre temps à l'écosystème entrepreneurial et bien sûr au niveau des entreprises en disant, on va faire des séries de webinaires, on va être présent sur les tribunes publiques. Moi, j'écris beaucoup, je vais écrire pour essayer d'avoir le pouls des commentaires. Il est où le marché? Parce que des fois, toi, tu penses que tu veux vendre quelque chose, mais est-ce que les autres sont prêts à l'acheter? Ça m'est trop arrivé souvent dans ma vie de penser que parce que moi, je trouvais que c'était une bien bonne idée, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Là. Alors, c'était surtout pas le temps de se tromper. Alors, c'est jamais le temps de se tromper, là, mais particulièrement quand les ressources se font rares, fallait qu'on vise bien du premier coup. Alors, en offrant notre temps, on a eu les réponses et là, on a pu comprendre que, bien sûr, il y aurait un engouement pour tout ce qui était hébergement de contenu en ligne. Par contre, il existe déjà beaucoup de bonnes et très bonnes plateformes québécoises et à l'international qui offrent ça, mais sans l'accompagnement. C'est-à-dire que les experts, les entreprises, peu importe la taille, les OBNL, se doivent de devenir des experts technologiques pour manipuler les différentes plateformes, alors que nous, on dit visualisez votre contenu, nous, on s'occupe du reste. On a aussi toutes les données sur notre plateforme technologique pour devenir le LMS d'une PME ou même d'un expert qui jamais se serait payé ça parce qu'évidemment, les coûts sont trop importants. Alors, on va revenir un peu plus sur la spécificité justement de ce que vous offrez et comment vous l'avez adapté pour que ça soit meilleur. J'aimerais revenir sur 2 points justement que tu viens de mentionner. Quelque chose que je trouve très important et je sais que pour toi aussi, c'est le côté très humain que vous avez justement réussi à mettre en place dans votre équipe avant même effectivement que cette crise-là arrive et qui a fait
que malgré les décisions d'entreprise qui ont dû être prises, sont restés autour de vous, étaient là pour justement partager leurs idées. Et ce que je trouve très très intéressant, pertinent et vraiment chouette en fait d'un point de vue employeur, c'est le fait que vous gardiez les accès pour les employés que malgré tout vous avez dû mettre à pied. Est-ce que ce côté justement bienveillance, je ne sais pas exactement comment l'appeler, tu trouveras le mot mieux que moi, est quelque chose d'important et qu'il faut impérativement mettre en place aujourd'hui, maintenant justement que cette crise est arrivée? Bien, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Encore une fois, moi, je prône le leadership authentique depuis toutes ces années. Alors, ça me ressemble. Je veux dire, on dirige comme on est. Ça, c'est Laurent Lapierre qui l'a dit avant moi. Alors, dans le titre d'un de ses livres. Alors, j'ai envie de dire, il faut être fidèle à qui on est. Bien sûr, comme c'est ma perception puis ma vision du monde, je vais vous dire que je vous encourage à bien sûr impliquer vos équipes dans les changements qui s'en viennent parce qu'encore une fois, on n'a pas les réponses à tout. Les gestionnaires super-héros n'existent plus, n'ont même plus sa place. Et c'est très difficile d'engager les gens dans un changement lorsqu'ils n'ont pas été impliqués depuis le départ. Alors, ça, c'est mes croyances, c'est mes lectures, c'est mon expertise. Alors, c'est sûr que moi, je veux dire, il me semble que oui, il faut impérativement faire ça, mais quelqu'un d'autre pourrait dire, hey, sais-tu quoi, j'y arrive complètement autrement, en respectant qui je suis, et je dirais, c'est ça. Elle est là, la clé. Respecter qui on est comme dirigeant et en même temps comme culture organisationnelle. Nous, on a créé une culture qui est très organique. Alors, je veux dire, moi, je me fais challenger régulièrement, puis je l'accepte. Je veux dire, je pense vraiment pas que j'ai la vérité et la vie parce que j'ai fondé et que je préside cette entreprise-là, là. Loin de là. Mais c'est ça, ça fait partie de tes valeurs à toi personnelles, intrinsèques, qui te permettent justement de mener un leadership de cette envergure-là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, que je trouvais intéressant, c'est le fait que vous ayez offert de votre temps. Au-delà de l'aspect justement, on va offrir du temps aux autres entrepreneurs qui peut-être en ont besoin, ou les organismes de soutien, etc., ce qui est déjà très valorisant à la base, c'est aussi que ça vous permet d'aller justement sur le marché valider vos idées, valider les besoins, etc. Comment vous vous y êtes pris concrètement? Est-ce que c'est à travers des sondages? Est-ce que c'est à travers des discussions? Est-ce que c'est juste en écoutant et en lisant ce qui se passait? Comment vous avez fait ça en offrant de votre temps de manière à ce que ça puisse être quelque chose de rentable pour votre idée et pour l'entreprise? Alors là, on change d'entreprise, on s'en va chez Amplio Stratégie. Nous, on est des spécialistes de qu'est-ce qui se passe dans le vivant. Quand on enseigne, quand on fait des conférences, oui, on est surpréparé en arrière, mais pour travailler avec ce qui est vivant dans l'espace qui nous est donné. Alors, on a transposé ça en ligne, on a créé ce qu'on appelle des labs échanges, c'est-à-dire que au lieu de faire des webinaires où je pousse du contenu, justement, je n'ai posé des questions, je n'ai aussi répondre à celles des gens qui y participaient avec mon expertise et donc d'entraîner une conversation. Et c'est dans ces conversations-là qu'est née, par exemple, toute la question sur les événements virtuels, toute la question sur les services professionnels qui doivent en partie ou en totalité être virtualisés. Tout ça sur le besoin des experts en formation d'être accompagnés et de pas juste en fait, il y a quelque chose de rébarbatif dans la technologie pour plusieurs d'entre eux et de juste leur enlever ce souci-là, de dire, regarde, ça là, on s'en occupe, c'est un clé en main. Toi, fournis-moi ton contenu ou dis-moi de quoi tu veux que ça ait l'air, puis on a des équipes de conception pour t'aider, mais sinon, fournis le contenu, on s'occupe du reste. Alors, ça, c'est vraiment à travers les conversations qu'on a eues avec les gens, comme je dis, je vais dire l'écosystème parce que c'est vraiment au sens large. On a donné vraiment à tout acabit, mais ça nous ressemble aussi, les trois associés en particulier. Ça nous ressemble de faire ça. OK. Et justement, vous avez abouti à une réflexion qui vous a permis de dire, OK, donc là, on s'oriente davantage sur une plateforme, le besoin, il est là, on l'a identifié. Comment ensuite, on se dit, on se relève les manches et on le fait? Vous avez une équipe justement en mode start-up, lean, etc., où vous devez planifier les choses quand même pour avancer. Comment on part
d'un constat suite à des discussions, lab-échange que vous avez fait, vers un produit que, en plus, j'ai l'impression que tu as pitché il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer tout ça? Ah oui, c'est fou. Puis, tu sais, je t'entendais en introduction redire ce qu'on fait chez Luxi, puis à chaque fois, ça me fait « Ah ben oui, ben c'est ça qu'on fait maintenant. » Parce que c'est vraiment un pivot. En fait, je t'explique. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « 4 étapes simples pour passer de la conscience à l'action ». Alors, ben, je l'ai appliqué. J'ai juste envie de te dire que j'ai appliqué les 4 étapes dont je te fais mention maintenant. La première, observer ce qui est. Alors ça, c'était justement à la lumière des échanges, des conversations, des discussions avec les équipes, avec l'écosystème et tout. Là, nommer son intention. Là, on focus. Parmi tout ce qu'on a entendu, toutes les idées, tout ça, sur quoi on focus? Et là, c'était clair que nous, on ne pouvait pas investir davantage, c'est-à-dire en développement ou autre. Alors, il fallait travailler avec ce qu'on avait. Et là, après ça, enclencher le mouvement. Mais enclencher le mouvement, ben, c'est de se séparer les tâches. Alors, moi, je suis assez bonne pour faire tout ce qui est, je vais dire, modèle d'affaires. Philippe est un spécialiste je vais dire, de business intelligence. Alors, il était là pour me valider. Puis Marc-André, qui est notre chef de la technologie, lui, il était là pour nous dire si ça se fait, si c'est rentable, puis qu'est-ce que ça prend pour le faire. Alors, on a travaillé comme des malades. Là, je te dirais que ça, là, je vais dire ça a été, parce que c'est pas que c'est en fini, là, mais le gros crunch, là, on l'a fait jusqu'au début mai. Alors là, je te parle à peu près de mi-avril à mi-mai. Là, il n'y a plus grand-chose qui existait. J'étais en mode « je sauve les entreprises, je sauve l'emploi ». J'étais une guerrière. Appelons ça comme ça. C'est vraiment le sentiment qui m'habitait presque jour, soir, nuit. J'ai une très bonne capacité et résistance physique et mentale. Alors, voilà. Mais je te dirais que début mai, là, j'ai vraiment... puis, tu sais, j'ai tombé fatiguée. Je pense pas être tombée mentalement, là. En tout cas, moi, je me sens en forme, là. Mais là, j'ai dit, voyons, je suis bien fatiguée. Ben, j'espère. Donc, en un mois, là, vous avez complètement tout retourné. Et en fait, je pense que oui, effectivement, tu as une force mentale, une force physique. Philippe aussi, pour le connaître. Mais je pense que ce qui vous anime encore plus, c'est le côté justement mission qui est derrière. Ouais. Tu sais, quand tu dis que tu te positionnes comme guerrière, on est là pour sauver les entreprises, mais c'est véritablement la mission que vous avez. Est-ce que, au-delà de sauver votre propre entreprise à vous, c'est aussi tous ceux à qui vous vous adressez que vous allez pouvoir accompagner. Exactement. Puis tu le dis tellement bien, là. Puis ça paraît que c'est pas la première fois qu'on se parle, Émilie, parce que tu vois, là, pour moi, la prochaine étape, c'est au niveau de la société. C'est de pouvoir me positionner auprès de nos gouvernements pour dire hey, investissez pas dans des plateformes, là. Investissez dans des contenus. Nous, on va l'héberger. Nous ou d'autres, là. Je veux dire, dans le sens que je veux pas juste. Mais ça sert à rien de recréer des choses qui existent déjà. Faut qu'on aille faire des choses qui n'existent plus. C'est ça, exactement. Puis s'il faut qu'on développe, comme c'est notre plateforme propriétaire et qu'on a Marc-André et son équipe qui peuvent développer, ben dites-nous ce qui manque, puis je veux dire, on va le faire avec un minimum de budget, là, évidemment. C'est ça, c'est travailler sur ce qui existe déjà pour l'optimiser, mais rester dans le local, c'est ça que j'entends. Exact. Et c'est là où, comme tu le dis, c'est une question de mission. Moi, j'y crois à la formation à distance. Si tu savais, ça fait depuis 2013. Hier, ça fait 7 ans que j'ai pitché au Dragon pour la première fois. Cette idée, à l'époque, les Dragons acceptaient de rencontrer en pitch des gens qui avaient encore que l'idée, qui n'était pas commercialisée, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je m'étais fait ramasser d'ailleurs, mais ramasser... je devrais même pas dire ça parce que ils m'ont ramené à la planche à dessin et c'était leur devoir. Et voilà où on est rendu aujourd'hui. Alors, dans le fond, ce que j'écrivais sur les réseaux sociaux hier, c'était merci au Dragon de l'époque parce que vous faites l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et l'entreprise qui est Luxi aussi. Bon, donc c'est un très bon tremplin que tu me donnes. Ça fait 7 ans effectivement que tu pitchais devant les Dragons. Mais dernièrement, tu fais partie de l'accélérateur Women in Cloud. Exactement.
devant lequel tu as aussi pitché justement ce pivot-là? Exactement. Alors là, arrive un concours de pitch de Women in Cloud qui est parrainé par Microsoft. Et habituellement, ça se serait fait, évidemment, localement. Puis, comme il aurait fallu aller à Seattle, ben, j'aurais évalué les coûts et probablement que je ne me serais même pas inscrite là, pour un paquet de raisons que tu peux bien deviner. Mais là, virtuellement, le concours devient mondial et en ligne. Ben, je dis, coudonc, je vais appliquer. Puis, je suis sélectionnée parmi les 10 finalistes. Puis là, ben là, faut que je le pitch, là. Faut que je le pitch. Le pivot, tu sais, fait qu'il faut que je le sente. Puis ça, là, c'était quoi? Début mai, je crois? Oui, début mai, juste 7, après 7, 8, le site web. C'est ça, le site web n'était même pas. Ben là, il n'est pas tout à fait fini non plus, là, parce que là, comme on dit, tout ça se fait en live, là, comme on dit. Mais tu sais, les textes qui peuvent m'habiter pour pitcher n'étaient pas faits. En fait, c'est le pitch qui nous a permis d'écrire le site web. Tu vois, au lieu de l'inverse. Mais c'est ça, c'est après en un mois, mais je trouve ça bien en fait justement que tu montres cette image-là, dans le sens où il faut vraiment insister sur le fait que il ne faut pas attendre d'être prêt pour pouvoir lancer son idée, pour pouvoir en parler, pour pouvoir commencer déjà à semer les choses. C'est-à-dire que là, tu as pitché quelque chose que vous avez designé en à peine un mois, qui est pas terminé, qui est pas fini, qui est pas encore vraiment dans une forme définitive, mais ça t'a pas arrêté quand même. Là où j'aimerais peut-être qu'on rebondisse un peu pour revenir davantage sur la thématique d'aujourd'hui, sur la transformation numérique justement de la formation. Tu disais que le fait de participer à ce concours de pitch, tu l'as fait parce que devenant maintenant en ligne, il y a plein de coûts que t'as pas à avoir, il y a un effet de déplacement que t'as pas besoin de gérer, etc., etc. Donc j'imagine c'est la même chose, c'est le même type d'impact que les entreprises aujourd'hui peuvent bénéficier avec le fait que on ait justement transformé d'un point de vue numérique cette présentation de service-là. Exactement. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on le dit, la formation à distance, quand c'est bien fait, 4 fois plus efficace, 2 fois plus économique. Mais comme il n'y avait pas de sentiment d'urgence, il y a beaucoup de mythes et de croyances qui se maintiennent. Puis je vous dirais, c'est particulièrement vrai au Québec, beaucoup moins vrai chez nos cousins français et puis là, je ne sais pas comment les appeler, là, mais nos voisins américains, appelons-les comme ça. Alors donc, pour eux, il y a peu de parcours de formation qui se font sans avoir au moins une portion en ligne, et ce, depuis des années. La formation immersive, comme on en conçoit chez Luxi depuis 7 ans, j'arrive là-bas, puis je me fais dire « Ah bon, c'est intéressant ». Là-bas, ce qui est avantageux, c'est encore une fois notre plateforme technologique. Elle surprend. Mais mes contenus de formation sont intéressants. Alors, c'est quoi pourtant l'impact réel? Tu disais 4 fois plus efficace, 2 fois moins coûteux, je crois, c'est ça. Ouais. Quel impact réel ça a? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la crise, maintenant on est en télétravail, on est à distance. Avec le PACME, on a justement cette possibilité de pouvoir permettre à nos employés en tant qu'entrepreneurs de pouvoir les former pour s'adapter au marché qui est en train de changer. Et c'est soit en fait tu te formes et il y a une possibilité que tu survives, soit tu ne te formes pas, tu formes pas tes employés et il va falloir que tu restes dans le même bassin qui peut-être n'existera plus demain. Exactement. Puis je me permets de répondre à une question qui est dans le clavardage en même temps. Ça, c'est 10 ans de formation à distance. Alors, on va tout ça en même temps. on va la poser pour tout le monde. Quels sont les éléments liés à la formation qui vont rester dans l'environnement post-confinement? Pensez-vous que le télétravail, gestion à distance, la formation à distance sont là pour rester? Exactement. Alors donc, quand tu disais l'importance de se former, la première chose sur laquelle c'est important de se former, c'est sur notre nouvelle organisation du travail. Alors, si on dit, et je lisais les statistiques du CEFRIO, en avril dernier, 63 des travailleurs à temps plein au Québec faisaient du télétravail depuis le début de la pandémie. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a des données qui proviennent de la littérature qui ont été reprises dans le devoir par le professeur Éric Brunel à HEC Montréal, qui dit que la gestion à distance, quand elle est bien faite, elle peut aller jusqu'à augmenter la performance d'une équipe de 22 la première année.
Alors, prends ces deux chiffres-là, plus celui que je t'ai dit pour la formation à distance, qui est 4 fois plus efficace puis 2 fois plus économique. Puis si cette tendance-là reste pas, bien là, moi, je ne sais plus quoi faire. Parce que, non, mais c'est vrai. Alors, je pense qu'il faut d'abord faire tomber nos mythes et nos croyances. Et j'espère qu'on va, on va laisser une chance à la formation à distance. Puis là, je me permets de faire un parallèle avec le milieu de l'éducation. Alors que je te disais que chez nos cousins français ou voisins américains, c'est les entreprises qui ont amené la formation à distance on va dire, dans la connaissance publique là, et que l'éducation traîne la patte. Ben chez nous, j'ai envie de te dire qu'avec tout ce qui s'est passé, les professeurs de cégep qui ont plongé dans l'aventure dès le 16 avril ou à peu près, les universités qui sont en mode hybride pour certaines depuis plus de 10 ans, je sais, j'enseignais en mode hybride à HEC il y a 10 ans. Alors, ça, c'est une chose. Et là, les écoles secondaires qui tentent tant bien que mal de s'organiser. Puis moi, je peux vous dire que ma petite fille qui a 9 ans aujourd'hui a commencé un horaire de formation à distance avec sa professeure, puis on est à l'école publique. Alors, j'espère que le milieu d'éducation pousse dans derrière des organisations pour que les mythes et les croyances puissent tomber une fois pour toutes. Puis ça, c'est un message, tu sais, quand je parlais de message de société, puis je pense que tu le sens dans le ton où je dis « you », tu sais, est-ce qu'on peut être de notre temps? Faut se réveiller au bout d'un moment. Oui, puis on le sait, on est un peu en retard là-dessus. Puis en même temps, on pourrait tellement gagner en efficacité. Puis là, on parle de la tempête, de la pandémie, de la COVID, appelez-la comme vous voulez, là. Mais il ne faut pas oublier tous les autres changements technologiques qui s'en viennent. L'intelligence artificielle n'a pas arrêté, les objets connectés n'ont pas arrêté, les voitures autonomes n'ont pas arrêté. Non, c'est ça, on en parle moins, mais il y a ce besoin d'adaptation, justement, de les organisations qui va devoir être fait de toute façon. Hein. Exactement. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la désuétude des contenus de formation. Alors, on ne peut plus passer 3 mois à concevoir quelque chose qui, presque au moment où tu le mets live, est plus vraiment bon, tu sais. Alors, sur les compétences soft skills, c'est une chose parce que les soft skills, les compétences relationnelles et de gestion, généralement, elles se maintiennent dans le temps. Mais ça perdure. C'est ça, mais toutes les compétences techniques, les certifications, les autres, ça change presque aux années. On ne peut pas prendre le temps de former tout le monde, de les mettre tous dans la même classe au même moment. Les gens arrivent en formation, puis je le sais, puis ils me disent hey, « En tout cas, je n'ai pas le temps d'être ici aujourd'hui. Hein? » Ouais, mais bon, on n'a jamais le temps. Après, il faut voir c'est quoi les priorités et le retour sur investissement. On a une autre question, justement, vu que tu parlais de contenu. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'une formation immersive, interactive? Et moi aussi, je suis très curieuse d'avoir la réponse. Bon, mais je vais vous l'expliquer à la façon Eluxi, bien sûr. Je vais me permettre de mettre ce chapeau-là. Donc, c'est des formations un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez adolescent, mais moi, c'est ça qui m'a inspiré en 2013. Alors, donc, on prend des contenus de formation, on en fait des films interactifs avec des vrais personnages. Et à un moment donné, dans le cours de l'histoire, ça arrête. Et là, vous avez le choix. Est-ce que le personnage principal qui est vous va aller A, B ou C? Et fonction de sa réponse, A, B ou C, on n'ira pas à la même place dans l'histoire que si on avait choisi une autre réponse. Au moment où on choisit, l'interactivité embarque et on a des indicateurs de performance qui viennent nous dire l'impact de notre décision. Et si on a mis des habiletés à travailler, on vient de nous dire si on a fait preuve de ces habiletés-là ou non dans notre choix. Et après ça, on continue notre histoire, dépendamment de qu'est-ce qu'on a choisi. Il y aura d'autres choix qui vont nous amener encore une fois ailleurs. Et vous pouvez vous imaginer le branching. Pendant tout ce Donc, concrètement, c'est de laisser erreur live, mais sans avoir un impact réel sur la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que là, il y a une situation qui se présente. Moi, en fonction de ce que je pense être correct, la meilleure réponse à avoir, c'est ça ce que je sélectionne. Et en fonction de ça, on voit tout le reste justement des résultats, des impacts que la décision a donné. C'est ça?
Exactement. Et en plus, mais comme je te partageais, la plateforme technologique, elle enregistre tout ça. Hein, au Ok. fur et à mesure, toutes les décisions. Ce qui fait qu'à la fin, on vous donne un rapport qui vous permet de vous mesurer et de planifier la suite de votre développement. Et bien sûr, à l'employeur, si jamais c'est une formation qui est offerte par l'organisation, de pouvoir avoir des données sur, je vais dire, le vrai niveau de compétences et d'acquisition de connaissances des employés. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un formulaire d'évaluation de la formation à la fin d'un 2 jours ou d'une demi-journée, peu importe. Les gens ne sont pas en mesure de nous dire comment ils vont transférer dans l'action. Or, avec la formation immersive, ce que les gens nous disent, c'est j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. C'est Alors, ça va au-delà en fait de seulement l'aspect acquisition de nouvelles connaissances, c'est acquisition et utilisation et on voit si finalement le message est passé convenablement, on va dire, ou si la personne a besoin justement de retravailler certaines choses parce que les vieilles habitudes sont restées encore peut-être dans le cycle de pensée. et oui, et pour juste terminer sur la boucle de la formation immersive, devinez que la prochaine étape, c'est la réalité virtuelle. Alors, nous, on a déjà des projets d'innovation. Ce qui nous manque, nous, c'est les clients, pour que les clients aient les lunettes. Parce que nous, l'affaire, c'est déjà dans nos cartons, mais est-ce que nos clients vont avoir les lunettes de réalité virtuelle? Et là, je vais passer de 4 fois plus efficace à 9 fois plus efficace. Okay. Alors, imagine si tu dois apprendre à faire une conversation difficile, par exemple, avec un collègue ou un patron, je te mets les lunettes, tu as une vraie personne, ben, je veux dire, une vraie personne, tu as compris que la réalité virtuelle nous permet d'avoir une personne réelle, et là, tu interagis. Je peux te dire que ton transfert dans l'action, là, il est pas mal Ouais, fait. tu l'as déjà fait. Là. Plutôt que je te fasse un PowerPoint en disant, bon, les 5 étapes pour faire une conversation difficile sont. Puis après ça, mettez-vous par deux et faites un jeu de rôle. Vous avez une... Bon, j'infantilise, là, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai pu donner versus ce qu'on peut donner. Est-ce que justement, on a encore la suite de la question, il y a une formule hybride qui sera pensée à partir du moment où la crise sanitaire nous le permettra? J'imagine que oui. On le fait déjà parce que, ne serait-ce que pour faire vivre le changement, c'est pour l'instant la façon avec laquelle je vais me dire, on vend le mieux nos formations immersives. C'est-à-dire que justement, le fameux 13 mars, là, où tout est tombé, j'étais censée être en train de faire une formation hybride avec 576 personnes qui étaient participants à une conférence, et on était censé faire une formation immersive tous ensemble sur le leadership d'influence. Alors, donc, j'ai la formation immersive qui est en ligne, j'ai mes 576 participants dans la salle et je l'anime de façon hybride. Aujourd'hui, ce qu'on fait depuis, donc évidemment, les mesures de distanciation sociale et tout, c'est qu'on le fait en live sur les différentes plateformes. C'est-à-dire que je vais toujours utiliser ma formation sur le leadership d'influence, mais en partage d'écran avec 200 personnes sur Zoom, Teams, Google Hangout, nomme-les, je l'ai. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que, parce que là, depuis tantôt, on parle justement de l'adaptation de la formation en entreprise, mais on pense en général par équipe, une équipe de 5, 10, 15, 20 personnes, name it, mais ça peut être beaucoup plus gros. Là, tu nous présentes des chiffres de entre 200 et 500 participants. Oui. Donc, c'est là aussi tout l'enjeu, c'est-à-dire que tu peux réunir en un seul endroit, même créneau horaire, l'ensemble de ton service qui est dispatché, on va dire, à l'échelle nationale du Canada, et tu peux quand même avoir cet élément-là qui est fait. T'as pas ce côté gestion, justement, de temps, de là, on en bloque tant, là, on en bloque tant, là, on en bloque tant. Du coup, on a une semaine où on a jamais la totalité de l'équipe ensemble. Donc, ça je trouve, est un élément hyper important à mettre de l'avant. Oui, puis la possibilité de la rediffusion. Si tu manques, parce que bon, soit tu avais un enfant malade ou clairement juste une autre réunion ou une priorité opérationnelle, là, au moins, tu peux réécouter. Bon, tu le revivras pas live comme si tu étais là, mais c'est toujours
c'est une belle option de rechange. Puis je voyais dans le clavardage Nadine Fortin qui dit « Ça fait 15 ans que j'attends ». Nadine est une des pionnières de la formation en ligne au Québec parce que coaching de gestion qu'elle a géré pendant des années. Moi, quand j'ai fait ma formation, il n'y avait même pas Zoom, là, on était au téléphone. Puis j'ai appris, si vous saviez comment j'ai appris, ça, pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de non-verbal, tu apprends le coaching, c'est fou tout ce qu'il faut que tu apprennes au-delà des processus du coaching. Alors, j'ai envie de dire, tout comme Nadine, moi aussi, ça fait longtemps que j'attends. Mais c'est ça, il faut qu'on arrive à voir le positif dans cette situation-là qui nous a permis justement de prendre conscience qu'on est capable de faire avancer des choses, on est en mesure en tant qu'entreprise de continuer à prendre soin de nos employés, de les accompagner au-delà de leurs compétences et de leurs envies d'avancer en faisant justement de la formation à distance. J'aimerais peut-être davantage que on s'adresse maintenant aux entrepreneurs et professionnels d'entreprises qui ont été touchés par la crise. Je sais que autant Philippe que toi, vous prenez beaucoup de votre temps pour coacher, mentorer des entreprises autour de vous. Quels conseils tu pourrais justement leur partager, un peu à l'instar de ce que vous avez réussi à faire avec Iluxi et Amplio, pour garder le cap, surmonter cette crise et aussi se préparer au post-Covid? En fait, c'est d'abord de se mettre dans un mode de se poser la question, est-ce qu'on se réinvente ou on redémarre? Parce que ça, je pense que c'est la première question. Nous, on a choisi de se réinventer plutôt que de... Ben, mais c'est un choix. Alors, le premier, j'ai envie de dire, je vais vous faire ça comme un film Iluxi, A ou B. Alors, on se réinvente ou on redémarre. Et une fois qu'on a choisi ça, c'est l'alignement stratégique. Impliquez vos équipes dès le départ. Il y en a qui me disent « Oui, mais je ne veux pas leur faire peur. » Si vous saviez, puis il y en a quelques-uns qui sont sur la ligne, je le vois, des membres de l'équipe Iluxi puis Amplio, comment je leur partage la nécessité, par exemple, au niveau des marges bénéficiaires, qu'est-ce que ça a comme impact, je partage les chiffres. Puis là, vous allez dire « Oui, mais ils sont juste 10. » Mais moi, j'ai appris à faire ça chez Hydro-Québec en passant. Puis on était 22 000. Alors là, aujourd'hui, je transpose une bonne pratique à 10 parce que, bon, pour l'instant, on n'est pas 22 000, ça viendra peut-être. Mais c'est juste pour vous dire que plus vous allez faire confiance à l'intelligence collective, plus ils vont vous la rendre au centuple. Puis après ça, toujours quand c'est bien fait, une consultation, vous dites, c'est des recommandations. Je vous entends dans vos consultations. Je me garde, avec mes associés, le privilège de décider quelle orientation on prendra. Alors, comme ça, les attentes sont bien claires. Puis après ça, on décide qu'on s'en va à gauche. On s'en va à gauche, mais by the way, il va falloir le réévaluer. Et ça, s'il y a une chose dans ta question, c'est la capacité à être agile et à ne pas avoir peur de se remettre continuellement en question. Mais en fait, c'est la même chose que le fait de devoir être sur le terrain pour pouvoir valider ton idée avec tes clients. C'est que là, tu es sur le terrain, mais interne de ton entreprise avec tes employés. Et tu es toujours là en train de prendre justement le pouls et voir qu'est-ce qui fonctionne moins, de manière à le transformer et prendre les meilleures décisions. Effectivement, puis en même temps, c'est de se fier sur eux, de se fier sur nos clients. Parce que là, je vous ai parlé de l'équipe, mais après ça, je vais aller vers les clients. Puis, je vais aller savoir de quoi vous avez besoin. Puis, de me remettre en question en fonction de ce qu'ils vont me dire. Okay. Alors, ça, c'est important. On a une question de Daniel. Coucou Daniel. Vous avez mentionné les mythes qui continuent de circuler sur le télétravail et la formation à distance. Selon vous, d'un point de vue de société, qu'est-ce que ça prendra pour les démystifier, pour convaincre les gens? J'ai l'impression que c'est le sentiment d'urgence. Déjà, j'ai l'impression que le télétravail, que le télétravail est là comme tendance lourde. La gestion à distance sera certainement une gestion hybride, donc avec des équipes à distance et des équipes au bureau, en alternance ou je ne sais trop, là, on verra fonction des différents modèles organisationnels. Et par conséquent, j'ai bien l'impression que la formation à distance va s'imposer d'elle-même. J'aurais voulu qu'elle arrive par la grande porte avec toute sa noblesse. Peut-être que ça ne sera pas comme ça. Mais le principal est qu'elle soit là. Exactement.
J'aimerais qu'on termine sur une question un peu plus... On va terminer avec encore une dernière question. Combien de personnes avez-vous besoin et leurs qualifications pour pouvoir réaliser une formation immersive et interactive d'un point de vue scénario, script, programmation? Est-ce que l'équipe est très multidisciplinaire? C'est une excellente question. Effectivement. Oui, c'est une très, très bonne question. Nous, on a choisi d'avoir une équipe multidisciplinaire, mais je vous dirais que ça prend, effectivement, vous avez bien nommé, là, ça prend des gens à la conception, donc des technopédagogues qui scénarisent. Ça prend des gens au montage, donc qui s'occupent effectivement de l'aspect visuel, les images. Puis après ça, ça va prendre une équipe technologique qui va l'intégrer à la plateforme. Viennent se greffer narrateurs, traducteurs, linguistes, évidemment, pour s'assurer d'avoir un produit de qualité, souvent dans plus qu'une langue aussi. Mais vous les avez effectivement bien nommés. Ces 3 catégories, nous, on l'a commencé à 3. Là, on est à 10, on était à 7, on joue à ça, mais effectivement, avec le pivot des Luxi, on s'attend à grossir l'équipe technique et peut-être à garder telle quelle l'équipe de conception. Mais en fait, c'est une excellente question. Puis merci beaucoup pour la réponse parce que on se rend compte que la technologie, peu importe finalement sa spécialité, permet d'aller œuvrer dans des industries auxquelles on n'avait absolument pas pensé dès le début. Je veux dire, tu es un concepteur visualisateur 3D. Je pense pas que tu aurais imaginé quand tu étais sur les bancs de l'école que tu allais travailler en formation en ligne. Donc c'est ça en fait l'important qu'on essaye de mettre de l'avant aussi. Et ce qui est très important pour nous au Printemps numérique, c'est cette pollinisation justement croisée des différentes industries, de voir qu'on est en mesure d'œuvrer dans des industries complètement différentes dont on a besoin absolument aujourd'hui avec cette crise-là, et on espère vraiment que cet échange de services-là va rester dans la logique entrepreneuriale d'après. J'aimerais qu'on puisse terminer davantage sur une note positive, mais j'aimerais m'adresser davantage à Geneviève des Hôtels. La femme d'affaires, oui, mais surtout l'humaine. De quoi demain sera fait, que ce soit d'un point de vue entreprise, économie, milieu des services de la tech ou même d'un point de vue humain, tout simplement. En fait, il y a de quoi demain sera fait, puis de quoi je rêve à demain. Je Tu peux pense que répondre aux 2 questions. c'est ça, effectivement, parce que tu devines que je ne suis pas devin, que je ne lis pas tout. On m'a déjà sorti un jeu de cartes, donc si jamais tu as une boule de cristal, ça peut fonctionner. Ah oui, mais c'est ça. Alors, c'est une très, très grosse question, mais je me lance. Alors, hein, ça, c'est de me connaître. Alors, je me lance. J'ai l'impression d'avoir un demain avec des gens qui vont faire des choix davantage conscients. Alors, que ce soit justement au niveau sanitaire, au niveau politique, au niveau écologique, au niveau consommation, des choix qui vont être conscients. Pourquoi? Parce que ce 2 mois et quelques, dépendamment où vous habitez au Québec et sur le monde et dans le monde, va donc nous avoir nécessairement bousculé dans nos valeurs et tout ça. Alors, il y a des gens qui vont faire le choix conscient après le déconfinement d'acheter tout ce qu'ils peuvent. Bon, ça sera un choix conscient. Alors que sinon, il aurait peut-être acheté, mais sur le pilote automatique. Au même titre qu'il y a des gens qui vont dire hey, moi, sais-tu quoi, je vais vraiment réfléchir avant de consommer. Parce que, d'une part, les liquidités sont peut-être moins présentes ou pour juste par conscience environnementale, mais ça va être un choix conscient. Alors moi, je rattache tout ça au leadership authentique parce que c'est ça, être un leader de sa propre vie. Alors, si tu me demandes c'est à quoi Geneviève, la femme, la maman, l'entrepreneur, enfin, toutes les sphères de ma vie rêvent, c'est à un monde de leaders authentiques de leur propre vie qui va permettre aussi à ceux qui choisiront d'être des leaders d'équipe ou des leaders, des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires, d'exercer encore une fois un leadership davantage authentique et conscient. Ça, c'est ce à quoi je rêve. Puis après, ben, écoute, quand je lis hier que les magasins réouvrent le dimanche comme si de rien n'était, ben, je fais ah ouais? Ah, OK. Il y a peut-être ben, des messages justement qu'on n'a pas encore vraiment entendus. Hein. C'est ça. Puis là, je me dis, tantôt, j'étais justement sur une formation de Women in Cloud. Tu parlais de l'accélérateur auquel
auxquels je participe. Puis, dans leur tête, en tout cas chez nos voisins du Sud, c'est clair qu'on va vivre avec COVID. Je veux dire, c'est pas juste la prochaine vague, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et tout ça. Alors, eux nous suggèrent de se préparer à vivre dans un état, je vais dire, où on va travailler avec la COVID, donc de penser nos modèles d'affaires en fonction de ça. Alors, c'est à la fois bousculant. En tout cas, c'est ça, je suis encore en train de digérer tout ça. Ça s'est passé à midi aujourd'hui, là. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Geneviève, pour cet échange que je vais essayer de résumer. C'est un très gros exercice. La première question, en fait, que tu nous as amené à nous poser, c'est quel est notre actif? Ça, c'est le contenant. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans les mains, qu'on est en mesure d'utiliser pour pouvoir continuer à faire quelque chose. Ensuite, c'est passer de la conscience à l'action à travers des étapes très simples. Observer, nommer son intention, garder le focus, sur quoi on met le focus, enclencher le mouvement, séparer les tâches et ensuite identifier comment on le fait. Il faut aussi se poser clairement la question: est-ce qu'on se réinvente ou est-ce qu'on redémarre? On décide soit de pivoter, soit de commencer quelque chose de complètement nouveau, mais il faut se poser cette question-là. Il faut impliquer ces équipes dès le début. On l'entend depuis le début d'Intersection X. Les équipes sont là justement pour nous donner leurs avis, leurs points de vue, des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Et le fait de les impliquer dès le début est quelque chose de rassurant pour leur authenticité et pour le fait de se sentir bien dans leur milieu de travail. Il y a aussi une capacité à être agile. Après avoir parlé avec ses équipes, il faut aller parler à ses clients et il faut toujours être prêt justement à être en mouvement, modifier les éléments que on a vus n'étaient pas forcément les bons. On a eu des différents sons de cloche de la part de nos équipes ou de nos clients, donc il faut rester agile. Et par rapport à demain, on a évidemment une espérance de faire davantage de choix conscients et d'aller vers un leadership authentique. Merci encore pour ce partage. Intersection X n'est pas fini. Printemps numérique reste là pour vous écouter, vous donner la parole en tant qu'acteur de notre communauté pendant cette situation inhabituelle. Nous continuons jeudi prochain avec cette même thématique: comment le Covid-19 a accéléré la transformation numérique dans le milieu de la formation et de l'éducation. Au programme, comme d'habitude, des réactions, des conseils, des exemples pour mieux vous en sortir dans cette situation. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain 15h. Nous aurons le plaisir d'accueillir Graham Carr, président de l'Université Concordia, qui a su très rapidement offrir l'ensemble de son offre de cours en ligne pour ses étudiants. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser vos questions, avis ou suggestions. Prenez soin de vous, profitez du soleil quand il y en a, c'est très important pour le moral. Je vous retrouve donc jeudi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore, Geneviève. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt.